Bonjour. Donc, nous allons continuer avec le chapitre 3, toujours. Cette fois-ci, nous allons voir ensemble les tests économétriques de validation du modèle linéaire général. Donc, à la suite de la deuxième partie, nous passons maintenant à la troisième partie. En réalité, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'une étude économétrique consiste non seulement à estimer les paramètres d'un modèle, mais aussi à pouvoir tester les hypothèses afin de valider le modèle économétrique théorique. Maintenant, très généralement, vous savez, les paramètres estimés à chapeau sont des variables qui sont aléatoires. Mais ce ne sont pas des valeurs certaines, hein, donc ils ne sont pas exactement identiques à la vraie valeur des paramètres A. Donc, on doit effectuer alors des tests économétriques afin de savoir exactement, afin de décompter ce qu'on appelle les résultats des estimations. Maintenant, si nous considérons le modèle suivant, YT égale A1, YT égale A1 plus A2 xtt plus A3 x3t plus etc. AK xkt plus epsilon t. Maintenant, les tests économétriques du modèle consistent à savoir est-ce que les valeurs explicatives sont-elles liées? Est-ce que les erreurs du modèle suivent une loi normale? Et peut-on comparer les paramètres AI, I allant de 1 à K à des valeurs données, a priori AI égale à A ou AI égale à 0? En particulier aussi, une question intéressante est de savoir est-ce que AI égale à 0, est-ce que les coefficients peuvent être nuls, ce qui revient à supposer que la valeur explicative xi, donc ça c'est ce qu'on appelle généralement le test de Suggen. Et est-ce que le modèle linéaire est globalement significatif, ce qu'on appelle généralement le test de Fisher? Et est-ce que les coefficients du modèle linéaire sont-ils stables sur la totalité de la période? Donc, nous allons commencer par calculer un certain nombre d'indicateurs, notamment à savoir si on veut faire le test de normalité de Jacques-Béra, qui est un bon test pour savoir si nos données suivent une loi normale ou pas. Donc, on va d'abord voir ce qu'on appelle les moments centrés d'ordre R. Et généralement, la formule classique qu'on a pour les moments centrés d'ordre R, c'est somme de I allant de 1 à P NI facteur de XI moins X bar, donc, à la puissance R sur N. Donc, c'est que NI sur N, ça c'est FI. FI XI bar à la puissance R. Donc, avec X bar égale à 1 sur N NXI. Nous avons également le coefficient de dissymétrie. Donc, il est défini par le moment centré d'ordre 3 sur l'écart type au cube. C'est aussi égal à U3 sur la variance à la puissance 3 demi, ou UD égale à écart type au carré. Donc, ça nous donne 1 sur N, I allant de 1 à P, NI XI moins X bar litre au carré. Et mu3, on sait que c'est 1 sur N, somme de I allant de 1 à N, NI XI moins X bar litre au carré. Donc, si la valeur de Y est inférieure à 0, donc notamment, la distribution est allée vers la gauche. Ce qu'on appelle généralement une dissymétrie est allée vers on dit qu'il y a un biais négatif. Et si Y égale à 0, la distribution elle est symétrique. Et si Y est supérieur à 0, la distribution est allée vers la droite. Donc, nous avons fait un schéma pour vous montrer. Donc, si K égale à 0, si K est supérieur à 0, et si SK est supérieur à 0. Ensuite, nous avons le coefficient d'aplatissement. Il est défini par ce qu'on appelle, c'est le degré d'aplacement d'une courbe qui est caractérisé par la valeur de K égale, donc moment centré d'ordre 4 sur écart type au carré. C'est aussi égal à moment centré d'ordre 4 sur la variance au carré. Donc, si on remplace les choses par leurs valeurs, ici, si K est inférieur à 3, la distribution est plus aplatie. Donc, on dit qu'elle est hyponormale ou platykurtique. Si K égale à 3, la distribution elle est normale. On appelle ça généralement une courbe en cloche de Gauss. Et si K est plus grand que 3, la distribution est moins aplatie vers la droite, normale. Donc, on parle généralement de hypernormalité ou leptokurtique. Voici un schéma aussi qui présente un peu. En rouge, vous avez distribution leptokurtique. En jaune, ici, vous avez une distribution normale mésokurtique.
Et en violet ici, vous avez une distribution plat du critique. Et pour faire le test de normalité de Jacques-Berat, généralement, le test d'hypothèse est nos variables explicatives suivent une loi normale, ne suivent pas une loi normale. Donc, on va chercher la statistique de Jacques-Berat qui est égale à n fois s carré sur le quartile plus k moins 3 au carré sur 24. À savoir ici que S est le coefficient de dissymétrie et K le coefficient d'aplatissement qu'on vient de présenter tout à l'heure. Et la statistique de Jacques-Berat sous l'hypothèse nulle de normalité suit une loi de QD à 2 degrés de liberté pour un seuil à fixer, on lit sur la table de QD de liberté. Maintenant, si la probabilité de x2 est supérieure à A, donc si la probabilité de x égale à alpha, alors donc on a A égale 594 au seuil de 5%. C'est un peu là, K égale à 2. Et si A égale 9 pour 1 sur alpha égale 9, donc la règle de décision, on accepte l'hypothèse de normalité si la statistique de Jacques-Berat est inférieure à A observé. Okay. Donc on va conclure que on va accepter l'hypothèse H0. Et notre hypothèse H0 ici, c'est x sur une loi normale. Nous avons également le test de sujet qui compare le paramètre AI à la valeur A égale à 0. Est-ce que les coefficients peuvent être nuls? Et là, le test d'hypothèse est le suivant. Donc, on a AI égale à 0 contre AI différent de 0. Donc, la décision associée étant d'exclure ou de conserver la variable xi dans le modèle. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire généralement? On va calculer la statistique de Student qui est égale à AI chapeau sur écart type de AI. Supérieur, si ça c'est supérieur à T alpha, on rejette l'hypothèse AI égale à 0. Et la variable explicative xi est réellement explicative, on peut le conserver dans le modèle. Donc là, si c'est inférieur à T alpha c'est la lecture de la loi de Student sur la table. On ne rejette pas AI égale à 0. Donc, la variable xi n'est pas réellement explicative, donc on doit l'estimer. On doit l'estimer du modèle. Et le nombre AI sur l'écart type de AI est appelé ce qu'on appelle le ratio de Student. Il sera noté T. Il y a aussi le test de l'intervalle de confiance ici. Soit I l'intervalle de confiance du paramètre AI au niveau de confiance 1 moins alpha. Donc I est appelé l'intervalle de confiance pour le paramètre AI au niveau de confiance 1 moins alpha. Donc on va chercher l'intervalle. Donc on prendra AI estimé moins T alpha qu'on va lire sur la table de Student, l'écart type de AI, plus AI estimé, plus T alpha, l'écart type de AI. Donc l'intervalle de confiance peut être utilisé pour effectuer ce qu'on appelle généralement le test de Student. Donc A0, si AI égale à A, H1 AI différent de A. Donc si A est élément de notamment l'intervalle, alors on ne rejette pas l'hypothèse A0. Et si A n'appartient pas à quelque chose, n'existe pas, s'il existe AI moins T alpha négatif AI plus AI plus T alpha négatif, alors on rejette l'hypothèse A0, AI égale à A. Donc, enfin, il y a le test de Fisher qui est le test de significativité globale du modèle, c'est-à-dire si l'ensemble des variables explicatives a une influence sur la variable à expliquer Y, on fait le test suivant. Donc, est-ce que tous les AI peuvent être nuls en même temps ou il existe au moins un des coefficients non nuls? Et là, la statistique, c'est F étoilé égale N moins K moins L multiplié par R carré, K moins M multiplié par R carré sur 1 moins R carré. Donc, la règle de décision, on va regarder est-ce que F calculé au F lu sur la table, on va calculer F calculé à F lu à K moins 1, N moins 4 degrés de liberté. Donc, si c'est supérieur à F lu, alors nous rejetons l'hypothèse H0, le modèle est globalement significatif. Et si c'est inférieur à F lu, nous rejetons H0, le modèle n'est pas globalement significatif. Donc, cela met en notre cours sur les tests. C'est globalement les tests que vous avez besoin dans le cadre de ce cours. Merci.